Et on commence tout de suite sur le sujet permettre aux élèves d'acquérir le socle de compétences de base. On accueille donc Sylvie Meyer, directrice de l'école de la deuxième chance de la Loire, pour un échange avec Julien Mourier de GERIP Compétences. Bonjour à tous et toutes, merci de nous accueillir. Merci de ne pas être sortis très vite après cette jolie introduction. Alors, petit calage technique. Donc je suis Sylvie Meyer, directrice de l'école de la deuxième chance de la Loire. Nous sommes basés à Saint-Étienne. Dans le cadre de la cohérence des territoires, je précise qu'il y a une E2C à Rhône Métropole et que mes collègues ne sont pas très loin. Voilà. En fait, les E2C, c'est 134 sites écoles sur le territoire national et ultramarin. L'E2C de la Loire, elle a 10 ans cette année. Elle a été créée en 2012. Voilà, début 2012, elle accueillait sa première promo. Et aujourd'hui, c'est 130 stagiaires, donc âgés de 15 à 25 ans. De 16 à 25 ans, pardon, on ne les prend pas encore à 15 ans. Je précise qu'on est mal nommé parce que école de la deuxième chance, nous ne sommes pas sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais bien sous la tutelle du ministère du Travail. Voilà, l'objectif, c'est d'insérer professionnellement des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme et sans qualification, leur permettant d'aller vers l'emploi ou de poursuivre une formation qualifiante ou professionnalisante. Voilà. Donc chaque E2C, après, au sein de chaque territoire, est bien sûr soutenu et porté par des entreprises, puisque les modalités d'apprentissage dans une école de deuxième chance, c'est de découvrir des métiers, mais en allant faire, donc en étant accueillis au sein même des entreprises pour tester, essayer des métiers et voir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Ensuite, ils consolident leur projet professionnel et puis ils partent soit directement à l'emploi, soit sur une formation professionnalisante. Donc on ne forme pas à un métier, on est plutôt sur le apprendre à apprendre, à se rendre compte qu'on sait déjà faire des choses. Voilà, c'est pas parce qu'on a passé plusieurs années à entendre ça marche pas à l'école, etc., tu n'y arriveras jamais. Ils y arrivent, voilà. Ce sont ces jeunes-là qui sont aussi force et moteurs et acteurs de leur parcours. Voilà, j'ai fait une brève présentation, mais c'était pour meubler, hein, tu avais compris. Non, mais il n'y a pas de souci. Effectivement, il y avait quelques petits soucis techniques avec le micro. Merci Sylvie d'avoir meublé rapidement. L'objectif de cette intervention, c'est aussi de vous montrer comment, à l'aide du numérique, avec le numérique peut aider les apprenants à consolider et acquérir les socles de compétences. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer. Donc dans un premier temps, on va, si tu peux faire défiler les diaporamas, s'il te plaît, faire un petit état des lieux, puisque le GERIP Compétences est une ressource numérique pour des publics en insertion professionnelle qui a été déployée depuis 2020 au sein du réseau des écoles de la deuxième chance, et notamment sur Saint-Étienne. Alors ce que j'aimerais que tu nous expliques, Sylvie, c'est un petit peu comment ça se passait avant le déploiement de cette ressource, un peu une situation, une photo sur le avant-après, concernant d'une part le formateur sur ses pratiques, ses outils, et peut-être également côté apprenant. Et par la suite, on reviendra en détail sur certaines expérimentations, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le avant-après 2020, avant la mise en place de cette plateforme? Alors, avant 2020, l'accès à l'utilisation du numérique était plutôt axé sur du PC, de la bureautique, voilà, on était vraiment là-dessus. Les stagiaires de l'école de la deuxième chance utilisaient essentiellement des outils de bureautique logiciels libres pour constituer leur CV, faire de la recherche internet pour aller explorer un petit peu quelle entreprise est où, située à quel endroit, etc., pour aller les voir. Et puis nous avions un logiciel alors c'était pas de la formation à distance, c'était de la remise à niveau. C'est un logiciel qui était développé par le E2C de Marseille, qui s'appelle toujours EDA, et qui mettait vraiment l'accent sur de la remise à niveau en français et en mathématiques. Alors c'était ludique. C'était des questions, voilà, ils écoutaient un texte, ils pouvaient répondre après avec le PC aux questions, mais c'était pas très très libre en termes d'utilisation, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir réussi le niveau 1 pour aller sur le niveau 2, etc. Donc ils pouvaient pas trop se promener à l'intérieur de ce logiciel-là. Les formateurs l'utilisaient surtout, j'ai envie de dire, c'était plutôt un côté
occupationnel, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, quand le jeune, on voyait qu'il décrochait des supports papier, qu'il en avait marre de gratter, comme on dit, c'était amusant, il le mettait devant le PC. Il y a des jeunes qui avançaient voilà, très très vite, mais c'était une utilisation pas très bornée, pas très ciblée dans le planning non plus. 2020 est arrivé, et le confinement chez nous a tout changé, aussi bien d'un point de vue des formateurs que du point de vue des apprenants. On est tous partis précipitamment le 16 mars avec les PC portables qu'on avait et en se disant on va bidouiller quelque chose parce que pour leur proposer de faire des exercices à distance, c'était pas si facile que ça. EDA, c'était pas une plateforme ouverte comme ça, donc les jeunes n'avaient pas leur code, enfin c'était compliqué, ils pouvaient pas y aller aussi facilement que ça. Donc on a fait comme on a pu, voilà. Et par contre, ça nous a bien sûr tous interrogés, aussi bien les apprenants que les formateurs et l'équipe pédagogique, de se dire mais en fait, il faut qu'on s'adapte et qu'on s'adapte très très vite. Donc il faut qu'on réfléchisse à avoir d'autres solutions que ce qu'on a. Parce qu'au-delà d'une pandémie qu'on ne souhaite pas et on ne souhaite pas que ça se reproduise, de toute façon, la formation à distance, il faut vraiment que nous, on s'y mette plus que ça. D'abord parce qu'on a aussi des publics qui sont en situation de ruralité et que ça leur est pas toujours facile voilà, de travailler autrement. Donc on a rencontré Julien. Oui, c'est ça, c'était en 2020. Qui nous a présenté GERIP. Et l'autre intérêt aussi qu'on y a vu, c'est que ça nous aidait pour les publics qui relèvent du français langue étrangère, parce qu'on en accueille aussi beaucoup, et pour les publics 10. Oui, parce que l'outil GERIP Compétences, c'est un outil transversal où la cible, c'est vraiment les publics en insertion professionnelle, qu'il s'agisse de publics en situation d'illettrisme, des publics qui ont besoin d'une remise à niveau français mathématiques, ou même des publics type FLE, par exemple, ou ceux qui veulent préparer la certification CLEA, pour ceux qui connaissent. Alors, ce qu'on va pouvoir maintenant évoquer, c'est peut-être quels ont été les bénéfices dans un premier temps, côté formateur, qu'est-ce que l'apport de cet outil, qu'est-ce que ça a pu changer dans leur quotidien? Comment tu peux nous retranscrire les impressions de tes formateurs? Donc, l'intérêt pour les formateurs, nous, on se sert... alors, chaque E2C qui s'est doté de l'outil GERIP Compétences s'en sert vraiment à sa manière. Donc, je vais parler que pour le dossier de la Loire pour le coup. Nous, on s'en sert, le formateur s'en sert pour les tests de positionnement, puisque nous, quand le jeune arrive, il faut quand même qu'on sache un petit peu où il en est, dans le cadre de la maîtrise du français, mathématiques, bureautique et du socle de base de compétences. Donc, comme GERIP propose le CLEA 7 domaines de compétences, les formateurs se servent aussi du CLEA 7 domaines pour pouvoir les positionner et voir où ils en sont. Ensuite, un des grands avantages de GERIP, c'est qu'on peut faire un parcours personnalisé, c'est-à-dire qu'à l'issue, effectivement, de ce qu'ont donné les tests de positionnement, alors on ne fait pas que du GERIP pour les tests de positionnement, mais ce qui ressort de tout ça, c'est que le formateur, conjointement avec le stagiaire, puisque on est toujours dans la co-construction, le formateur fait le point, pointe avec le jeune, voilà, là, il faudrait que tu avances plutôt là-dessus, là, il faudrait que tu progresses plutôt sur ce secteur-là. Et donc, conjointement, ils construisent un parcours personnalisé. Donc ça a vraiment changé aussi la posture du formateur, parce qu'on est dans la co-construction. Et ça apporte vraiment une plus-value dans le travail du formateur que de constituer, de pouvoir créer un parcours et de le personnaliser. Bien sûr, l'accès en distanciel, c'est super utile aussi pour le formateur, puisqu'il peut aussi gérer tout en autonomie son planning, son emploi du temps en tant que formateur, aller voir ce que le jeune a fait, s'il a bien rempli les objectifs qu'on lui avait donnés, etc., puisqu'il y a tout le scoring, il y a tout le temps passé sur l'outil. Et puis, une plus-value aussi, c'est que le fait que ce soit adapté aux FLE et aux jeunes 10, ça évite d'avoir parfois, pour les 10 en tout cas, à bidouiller, vous savez, des écrits avec une police de caractère plus grande, plus écartée, etc. Les outils sont disponibles directement. Alors ce point-là, je crois qu'il a été particulièrement apprécié des apprenants, notamment si on peut faire un zoom sur les points les plus... appréciés, les plus enthousiasmants par les apprenants. Cette partie que tu as évoquée sur l'accessibilité, c'est vrai que c'est souvent, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans les interventions depuis ce matin, mais ces publics décrocheurs, souvent ont des troubles E10 cachés ou sous-jacents, et de mettre en place cette accessibilité va pouvoir leur faciliter
la compréhension de consignes et autres. Et je pense que c'est des choses qui ont été mises en avant dans les points les plus enthousiasmants. Tu peux peut-être revenir là-dessus en quelques mots. Ce que les deux parties apprécient, les apprenants et les formateurs, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment la co-construction et l'accessibilité de l'outil. L'accessibilité également dans le fait qu'on n'est pas forcément borné, c'est-à-dire que le jeune, s'il a envie d'aller fouiner dans GRIP, s'il a envie d'aller faire des choses que le formateur ne lui a pas prescrit, entre guillemets, s'il a envie d'aller un petit peu dans l'ordre qu'il veut, il peut le faire. Donc ça, c'est vraiment plus enthousiasmant pour eux parce que, encore une fois, ils sont acteurs de ce parcours-là. Ils ne sont pas devant un écran, ils ne subissent pas. Si je peux me permettre, Sylvie, ça marche bien cette notion-là, notamment avec la brique du code de la route. Exactement. C'est le point que j'allais signaler. C'est ils peuvent préparer vraiment leur code de la route avec GRIP. Avant 2020, on avait un petit partenariat avec le permis libre où on devait acheter des choses. Enfin, c'était compliqué pour les stagiaires, ils étaient bridés. Là, ils peuvent aller travailler le code de la route quand ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Et pour le formateur, parfois, quand ils sont en fin de parcours chez nous, qui préparent la sortie, et ben justement, s'il faut accélérer la préparation du code de la route, on balise dans le planning tous les jours 1h30 de GRIP pour travailler le code de la route. Et ils se challenge un petit peu comme ça. Tiens, tu as fait combien d'erreurs toi aujourd'hui? Ah, moi j'en suis là. Bon, bah ok, alors demain j'en ferai moins, etc., etc. Ça, c'est vraiment enthousiasmant. Il y a une autre chose qu'on avait remarqué, qu'on a remarqué, et vraiment ça, on s'en sert énormément. GRIP nous a permis vraiment de personnaliser les parcours des jeunes. Un exemple, j'ai une jeune très récemment qui a de très graves soucis de santé, qui devait faire très régulièrement des séjours de 2-3 jours à l'hôpital, qui ne pouvait pas être présente en centre. Mais par contre, elle voulait vraiment avancer. Donc, c'est pas grave si elle ne pouvait pas être en centre, mais qu'elle était sur ses séances obligatoires à l'hôpital. Elle pouvait faire du GRIP, elle pouvait gérer son planning, j'ai envie de dire, de remise à niveau, comme elle le souhaitait. Vraiment sur la personnalisation du parcours, ça nous aide énormément. On a des jeunes, alors excusez-moi messieurs, mais c'est souvent les dames qui s'y collent. On a des jeunes qui ont des soucis de garde avec leurs enfants en bas âge. Elles ne peuvent pas venir en centre, et bien très bien, on leur propose de rester quand même à l'E2C, de travailler quand même à l'E2C, mais grâce à GRIP, parce qu'elles peuvent travailler à distance. Merci pour les précisions sur ces points-là. Et on va avoir le témoignage de Chloé, qui est une jeune qui va témoigner de son expérience. Les gens qui étaient avec moi pour ma pré-rentrée au CFA, ça s'est super bien passé, et comme je suis quelqu'un qui a des fois beaucoup de difficultés à lire et tout, ça m'a grave aidé, dans le sens où on pouvait cliquer sur les vocales, sur un petit logo où on pouvait pas besoin de lire en fait. C'était surtout ça en fait moi qui m'a aidé, parce que en général j'ai passé plusieurs tests de réadaptation, de remise à niveau, et à chaque fois il fallait le lire, c'était sur papier, c'était pas très adapté moi à mes situations de dyslexie quoi. Oui, totalement même. Genre j'en avais fait beaucoup des tests de compétences, de remise à niveau. Et je me connais très bien surtout, donc je m'attendais à exactement ce qui s'est montré en fait comme pourcentage. Et là, honnêtement, pour être honnête, vous êtes le seul site qui vraiment, pour moi, m'a surpris, parce qu'au début, je m'attendais vraiment à, honnêtement, à un site complètement normal, mais genre ennuyeux à souhait, quoi. Où il faut tout lire, il faut tout cliquer, tout. Non, là, ça va. Moi, je trouve que c'était vachement bien expliqué, et franchement, moi, ça m'a vraiment bouleversée de voir qu'il y avait des trucs pour, en fait, tout simplement pas lire, en fait. On remercie Chloé. C'est vrai que ce témoignage est assez intéressant, et on voit bien qu'en accompagnant ces publics, en leur donnant des aides par le numérique, ils se sentent davantage concernés, impliqués dans la pratique, et c'est plus facile de consolider ensuite l'apprentissage, notamment des socles de base, parce qu'il y a une application. Là, elle est juste au début de son apprentissage, mais il y a tout un système de ce qu'on appelle ludification aussi, récompense, avec travers des badges, et qui renforce vraiment ce sentiment après d'adhésion avec une ressource. Alors, on va enchaîner après sur justement toujours par rapport au regard de l'apprenant.
parfois ça a un peu changer aussi leur approche au niveau de la méthode de travail et des apprentissages. Est-ce que Sylvie, tu pourrais nous dire, par rapport aux apprenants de l'école de Saint-Étienne, qu'est-ce que ça a développé comme compétences nouvelles auprès de ces apprenants, et peut-être développer aussi des compétences un peu inattendues, parce que ça a été quelque chose qui est nouveau, hein. C'est vrai que le confinement a accéléré un peu ces pratiques-là. Donc, est-ce qu'il y a eu des situations nouvelles et des nouvelles compétences développées par les apprenants ? Alors, une des premières compétences développées pour certains de nos stagiaires, ça a été d'apprendre à tenir une souris. Parce qu'ils arrivent en étant très à l'aise avec leur smartphone. Voilà. Ils utilisent des applis, des choses, je ne comprends même pas les noms, moi. Mais par contre, quand on les met devant un PC avec une souris et qu'il faut qu'effectivement ils prennent GRIP en main, ne serait-ce que taper leur code, leurs identifiants, etc., pour certains, c'est compliqué. On voit que la motricité fine liée au fait de tenir une souris, ils la connaissent très peu. Donc ça, déjà, voilà, c'est une des premières choses très basiques pour certains, pas pour tous. Il y en a qui sont très à l'aise avec les PC. Au-delà de ça, et de petits jokes par rapport à ça, ce que ça a permis de développer pour nos jeunes, c'est l'accès à l'autonomie. C'est-à-dire que, voilà, quand ils nous font la proposition de « aujourd'hui, j'ai un souci de bus, je ne peux pas venir, ou le train n'est pas passé, etc., je ne peux pas venir, mais est-ce que je peux faire du GRIP? Est-ce que je peux rester chez moi et faire du GRIP ?» Voilà, c'est eux-mêmes qui prennent cette initiative-là et qui veulent travailler en autonomie. Et puis, c'est le fait vraiment de renforcer, d'être acteur de leur parcours et de voir comment ils peuvent utiliser GRIP en fonction de l'élaboration de leur projet professionnel aussi. Donc eux-mêmes, ils nous disent « Ah, j'ai fait un stage, j'avais du mal avec le rendu de monnaie à la caisse, par exemple. Il faut vraiment que je fasse des maths, hein, donc je vais faire tous les exercices de maths dans GRIP. » Voilà, ils prennent vraiment des initiatives. On pourrait presque dire que la plateforme GRIP aide l'illettrisme, mais accompagne aussi l'électronisme, du coup, puisque ça facilite la prise en main du numérique. Et ensuite, on a une question qu'on se pose, c'est concernant après les rapports sur la slide suivante qu'il peut y avoir entre le formateur et l'apprenant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les rapports humains ont changé parce que le numérique intervient et prend peut-être plus de place dans le parcours de formation. Donc comment ça interagit sur le relationnel entre le formateur et l'apprenant? Alors, le formateur, il est surtout médiateur et il est surtout facilitateur. Voilà. C'est-à-dire que la crainte aussi de certains de mes collègues était de dire oh là là, mais du coup on va plus avoir besoin de nous, quoi. Ils vont tout faire à distance, ils vont tout faire avec un PC. Non, rassurez-vous, on a toujours besoin de l'humain dans ce genre de rapport et de relation à la machine. Le formateur, dans ce cadre-là, il n'a plus la posture de moi je sais et je vous apporte, ou alors moi je sais et je vais vous montrer comment on va faire. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, certains formateurs découvrent en même temps que le stagiaire. Donc c'est le chemin pour y aller qui est intéressant, c'est cette co-construction-là qui est intéressante. Finalement, ce n'est pas le résultat final qui nous intéresse, c'est de voir quel chemin prend le stagiaire, quel chemin prend le jeune pour arriver à se débrouiller avec ça. Et le formateur, là, il l'accompagne. Ok, tu sais pas faire, moi non plus, mais c'est pas grave, on va chercher ensemble. Voilà, c'est vraiment cette posture-là. Et donc le relationnel, il est encore plus riche parce que du coup, le jeune, il se sent plus... Vous savez, il y a parfois, pour certains, pas tous, mais il y a cette position de je me sens inférieur et le formateur est supérieur. Non, là, on est vraiment ensemble, on co-construit ensemble et on avance ensemble. Donc ce relationnel-là, c'est vraiment un facilitateur. C'est intéressant de voir comment ça évolue dans le temps, cette position et ce rapport de force. Et on conclura sur quels peuvent être éventuellement quels sont les freins ou quelles peuvent être les limites parfois du déploiement d'un tel dispositif, à quoi on a pu se heurter et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ce soit encore plus linéaire dans le temps. Là-dessus, je vais t'encourager à nous donner un petit peu la situation. Qu'est-ce que vous avez rencontré au départ? Peut-être quelques aléas au niveau de la technologie, je crois, un petit peu de logistique. La première difficulté qu'on a rencontrée, nous, à l'E2C de Saint-Étienne, c'est qu'on était le seul bâtiment dans toute la zone technopole sur laquelle on est à ne pas avoir la fibre. Ne riez pas, c'est vrai. Donc, ça a été un peu compliqué au début, parce que je ne vous explique pas, quand vous avez 30 jeunes qui se connectent en même temps et qui veulent aller sur l'outil, bon,
nous, on avait du mal à faire notre boulot aussi. Donc l'un des freins, effectivement, ça peut paraître tout bête en y pensant, c'est la technique. On n'avait pas la fibre, c'était compliqué. Deuxième frein aussi, c'est avoir un PC. Il faut que tous les stagiaires, s'ils veulent travailler depuis chez eux, alors on est outillé au centre de formation, on peut maintenant mettre une trentaine de PC à disposition. Quand on a commencé avec GRIP, on n'avait pas 30 PC à disposition, on en avait 15. Voilà. Donc il a fallu se doter aussi de PC supplémentaires. Et puis pour que les jeunes puissent travailler à distance, il faut s'assurer qu'eux-mêmes ils aient un PC chez eux. Donc il faut avoir des PC qu'on prête. Voilà, donc on leur prête un PC portable pour qu'ils puissent travailler depuis chez eux. Ça, ce sont les premiers freins vraiment techniques d'organisation, j'ai envie de dire, qu'on a pu rencontrer pour déployer une solution de ce type-là. Ensuite, c'est, j'ai envie de dire, l'appétence des formateurs eux-mêmes pour l'outil numérique. Moi, j'ai des formateurs et des formatrices qui sont encore sur des outils papier et qui aiment proposer des outils papier. Aujourd'hui, on va travailler, on va faire des pourcentages. Le premier réflexe, c'est d'imprimer quelque chose avec des exercices sur les pourcentages. Là, on est sur de l'accompagnement aussi des formateurs, sur de la conduite de changement. Ça se fait progressivement, mais ça se fait. Voilà, mais ça peut freiner. Voilà, ça freine le développement. Et puis, c'est aussi faire attention aux petits points de vigilance. On a aussi certains jeunes qui arrivent chez nous, qui ont été désocialisés, déscolarisés, parce qu'ils sont geeks. Ils passent leur vie sur un PC. Donc, il ne s'agit pas de rajouter une louche et de leur dire oui, tu vas pouvoir tout faire à distance et ça va bien se passer. Ouais, super, j'ai même plus besoin de sortir chez moi. Non, non, l'humain est important, le rapport humain est important. On en tire encore plus de bénéfices d'être devant son PC si on a quelqu'un qui nous aide et qui fait le médiateur. Voilà. Merci pour cette conclusion. Et en effet, il faut garder en tête que c'est une boîte à outils à disposition du formateur et qu'elle n'a pas pour objectif de remplacer le formateur, bien entendu. Je crois que le temps est écoulé. On a tenu. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, il est tenu. On a un petit décalage avec la salle d'à côté, alors c'est pour ça qu'on essaie d'être synchronisé pour que les gens puissent passer d'une salle à l'autre entre les sessions. On va passer quand même aux questions. On va essayer d'avoir des questions brèves, réponses brèves, mais voilà. On commence par Alice Bouteloup de la Banque des Territoires, et puis n'hésitez pas à lever la main. Merci. Merci déjà. Donc vous faites face à un public de jeunes décrocheurs. Donc l'idée c'est de les aider à re-rentrer dans cette dynamique aussi d'apprentissage. Justement, est-ce que par rapport à cet outil que vous utilisez, vous pouvez suivre leur avancement et même parfois déceler des décrochages, enfin anticiper aussi comment vous utilisez peut-être les données que vous arrivez à collecter pour justement aussi mieux adapter l'accompagnement vis-à-vis de vos apprenants? Alors c'est bien avec GRIP parce qu'on peut tout suivre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut suivre le temps, Big Brother, on peut suivre le temps qu'ils y passent, on peut suivre leur scoring, on va dire, voilà, les pourcentages de réussite. Effectivement, ils valident des badges de compétences. Voilà. Donc il y a cet aspect ludique-là aussi de j'ai réussi quelque chose, je récolte un badge. Voilà. Au-delà de ça, et c'est aussi pour ça qu'on dit un médiateur et l'humain n'est pas remplacé, il s'agit de rentrer dans une discussion. Un exemple, sur les premiers tests de positionnement, on se sert du CLEA 7 domaines. Parfois, on a des jeunes qui ont, sur les tests de français, je vous dis n'importe quoi, ils ont un scoring de 20%. On se dit, oula. Donc si on se contentait de ça et de sortir les stats et de dire 20% en français, ok, on va mettre le paquet en français, ça va pas du tout. Non, si on discute pas avec le jeune pour reprendre avec lui, mais attends, dans quelles conditions tu as fait le test? Au moment où tu as démarré l'exercice, comment ça se passait? Et là, on découvre que ouais, mais mon casque, il marchait pas. J'avais pas le son. Donc quand il fallait répondre aux petites questions par rapport à ce qu'on avait entendu, j'étais décalée. Voilà. Si on n'est pas là aussi pour faire cette médiation-là et comprendre comment l'exercice a été réalisé, dans quelles circonstances il a été réalisé, on passe complètement à côté. Voilà. Par rapport à la progression, ça c'est aussi dans les parcours personnalisés que le formateur va faire avec le stagiaire. Et puis ce qui est intéressant, c'est que nous, on a mis en place aussi à l'E2C, on a appelé ça les incontournables. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, un parcours moyen chez nous, c'est 7 mois. Il y a des jeunes qui partent plus tôt, puis il y a des jeunes qui ont besoin de 12 mois pour construire quelque chose. Peu importe, c'est pas grave. Par contre, sur des fréquences très régulières, on leur refait passer les choses. C'est-à-dire que le CLEA, cette compétence, on va leur refaire passer le CLEA, le 7 domaines, pardon, pas cette compétence. Oula, je vais me faire disputer. Le 7 domaines, on leur refait passer pour voir effectivement s'il y a eu une progression et où elle se situe et ce qui reste encore à travailler.
Si je peux compléter également, c'est que dans chaque parcours d'évaluation, il y a une génération automatique de parcours post-évaluation avec une approche de pédagogie positive. C'est que souvent, on a le choix de générer un parcours point fort et développer ses atouts. Ce qui fait que l'apprenant, sur le parcours point fort, il va être mis en confiance sur l'appropriation de la plateforme parce qu'il ne va pas être mis en échec. Et ça, c'est fortement apprécié à la fois des formateurs et des apprenants. Et souvent, c'est une bonne approche initiale pour bien commencer sur la plateforme, en fait. Alors, nous sommes conventionnés pour 130 accompagnements par an. On est en entrée-sortie permanente. On n'a pas une rentrée au mois de septembre avec une fin d'année en juin. En fait, on fait rentrer des jeunes toutes les 2 semaines sur notre parcours. Voilà. Donc, on a un certain nombre de comptes GRIP affectés à nos apprenants. Et on tourne comme ça toute l'année. Donc, c'est vrai aussi que pour suivre individuellement les jeunes, c'est très important parce que du coup, comme nous, ils rentrent tout le temps et ils sortent tout le temps. Est-ce qu'on a une autre question courte? Si on n'en a pas, on va remercier Sylvie Meyer et Julien Mourier pour ces témoignages. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on vous remercie accueil. De votre attention. Merci.